Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. On n'a pas trop fait ces derniers temps, mais l'actualité est chargée, et donc on va revenir dessus en détail. C'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 8, et c'est parti. Alors l'actualité, bien sûr, depuis maintenant plusieurs semaines, elle est très concentrée sur l'actualité internationale et notamment sur ce qui se passe au Proche-Orient avec les agressions inacceptables qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre dernier et avec les bombardements tout aussi inacceptables qui sont depuis maintenant un mois et demi frappent les populations civiles de la bande de Gaza. Et la semaine dernière, on a eu une bonne nouvelle. Enfin, des négociations ont permis d'aboutir à une trêve qui initialement devait durer 4 jours. Cette trêve, elle est rentrée en vigueur vendredi dernier. Elle a permis d'obtenir la libération de plusieurs otages qui ont été détenus par le Hamas, des otages de toute nationalité, mais en particulier 3 franco-israéliens qui ont été libérés hier soir. Elle a permis d'obtenir la libération de prisonniers palestiniens et elle a surtout permis la fin ou l'arrêt provisoire et je l'espère définitif des bombardements sur la bande de Gaza qui ont déjà fait malheureusement près de 20 000 morts. Cette trêve, elle a aussi permis l'accès de l'aide humanitaire qui était tellement espérée depuis des semaines et des semaines face à ce qu'il faut bien appeler un massacre, une tentative de nettoyage ethnique et l'ONU parle même de risque génocidaire. Et donc cette trêve, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant c'est une trêve temporaire. Elle devait s'arrêter ce mardi matin, finalement elle a été prolongée pour 48 heures de plus et je crois que maintenant l'enjeu de notre mobilisation, de notre prise de parole sur ce sujet, c'est de faire en sorte que cette trêve temporaire, elle devienne un cessez-le-feu permanent, devienne un cessez-le-feu définitif. Et de ce point de vue-là, il y a des manifestations qui ont lieu régulièrement en France, mais je vous donne d'ores et déjà un rendez-vous. Il est très important. C'est un rendez-vous pour manifester par dizaines, j'espère par centaines de milliers ce week-end, c'est-à-dire le week-end des 2 et 3 décembre, partout en France, avec notamment une manifestation à Paris qui va avoir lieu samedi 2 décembre à 14 h. C'est des grandes marches pour la paix et la justice. C'est des grandes marches pour obtenir que cette trêve temporaire devienne un cessez-le-feu permanent. C'est des grandes marches pour obtenir que s'ouvre enfin une négociation politique. Parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas de solution durable à cette situation sans une solution politique, c'est-à-dire une solution qui mette un terme au blocus de Gaza, qui mette un terme à l'occupation israélienne des territoires palestiniens occupés, qui mette un terme à la colonisation par le gouvernement israélien des territoires palestiniens et qui permettent d'obtenir l'application pleine et entière du droit international, c'est-à-dire l'instauration d'un État palestinien dans le cadre des frontières d'avant 1967, c'est ce que dit le droit international. En finir avec un conflit qui dure depuis trop longtemps, depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui voit s'accumuler malheureusement chaque année des dizaines, des centaines, des milliers, parfois des dizaines de milliers de morts. Il faut une solution politique. Et cette position qui est la position que nous défendons avec la France Insoumise depuis des années et des années, qui est la position que nous avons à nouveau défendue après le 7 octobre, en disant que malheureusement l'histoire n'avait pas commencé le 7 octobre et que si on voulait ne pas ajouter à la spirale de la violence, si on ne voulait pas qu'un massacre succède à un autre massacre, il fallait mettre les différents acteurs autour de la table et obtenir une solution politique. Cette position, c'est celle qui petit à petit s'impose, y compris dans le débat politique en France. Peut-être avez-vous vu le week-end dernier une tribune qui a été signée par 18 ex-ambassadeurs de France qui disent exactement la même chose que ce que je viens de vous dire à cet instant, c'est-à-dire on a besoin d'une solution politique et cette solution politique, elle passe par l'instauration d'un État palestinien pour faire en sorte qu'il y a deux peuples qui puissent vivre côte à côte, en paix et pour faire en sorte que l'aspiration légitime des Palestiniens à pouvoir disposer d'un État soit enfin satisfaite. Cette position, ça a toujours été aussi la position traditionnelle de la France, en tout cas jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. C'est la position qui était exprimée en son temps par le général de Gaulle. C'était la position qui était exprimée en son temps par le président de la République Jacques Chirac. C'est la position que nous exprimons. Et de ce point de vue-là, les prises de position qui ont été celles du président de la République Emmanuel Macron depuis le 7 octobre ont complètement décrédibilisé la parole de la France. On est passé d'une forme de soutien inconditionnel au gouvernement israélien tel que l'a exprimé de manière scandaleuse la présidente de l'Assemblée nationale devant l'Assemblée nationale, telle qu'elle l'a exprimé en se rendant en Israël et en disant que rien ne devait empêcher Israël de se défendre
rendre. Cette position-là est une position insupportable. Et le président de la République, il a semblé en permanence changer de position en fonction des interlocuteurs qui étaient les siens, en disant devant le premier ministre israélien, M. Netanyahou, en disant que Israël avait un droit légitime à se défendre, point final, sans dire un mot pour les populations civiles, et en se rendant le même jour auprès du président de l'autorité palestinienne et en disant que la France faisait le maximum pour réduire les pertes civiles. Je reprends ces termes. Non, quand on est la France, quand on veut avoir une position claire, on ne peut pas changer de position en fonction de l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Il faut avoir une position claire, il faut avoir une parole claire. Et cette parole, ça doit être celle d'un pays qui se bat pour la paix, d'un pays qui incarne pour les peuples du monde entier une boussole, une référence, pour faire en sorte que la solution palestinienne puisse être réglée par, encore une fois, l'instauration de cet État. Et cette disqualification de la parole de la France, nous ne sommes pas les seuls à la France insoumise à la déplorer, à la regretter, à la dénoncer. Il y a quelques jours de ça, il y a une note secrète qui a été écrite par des diplomates en exercice qui a fuité dans la presse. Et cette note, elle dit qu'aujourd'hui, la France, avec son discours non aligné, avec sa parole crédible, n'existe plus. Et bien nous, on ne peut pas se résigner à cette situation. Et comme on ne peut pas se résigner à cette situation, une partie de la solution, elle est dans notre capacité à nous mobiliser, nous, le peuple français, qui est un peuple qui a toujours été attaché à la paix, un peuple qui a réussi à descendre par centaines de milliers dans la rue au moment où les États-Unis voulaient déclencher la guerre en Irak pour dire non, comme d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, M. De Villepin, l'avait dit à l'époque. Et c'est la population française qui avait aussi pesé sur cette situation. Et bien à nouveau, il faut que la population française, le peuple français, comme les peuples du monde entier, fassent entendre sa voix. Et bien ça a commencé depuis plusieurs semaines, mais l'objectif maintenant, c'est de franchir une étape dans la mobilisation et ça nécessite qu'on soit très nombreuses, très nombreux dans la rue ce samedi 2 décembre pour ces grandes marches pour la paix et la justice. Et il ne faut pas se laisser intimider par l'attitude médiatique, l'ambiance politique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines, qui fait que toute parole qui conteste les actions du gouvernement israélien sont immédiatement considérées comme des paroles antisémites. Et vous avez vu que certains ont essayé de s'en prendre à M. De Villepin ou certains ont essayé de s'en prendre à moi-même parce que j'avais tenu des propos qui consistaient à dire que le poids des milliardaires qui possèdent à peu près l'ensemble des médias en France était un problème pour notre démocratie. De dire que tenir ce type de propos étaient des propos antisémites, c'est insupportable. Mais il faut le dire, ça ne nous empêchera pas de continuer à pointer la responsabilité de ces milliardaires dans le traitement de l'information. Ça ne nous empêchera pas de continuer à faire entendre une parole qui soit une parole non alignée sur le gouvernement américain ou sur le gouvernement de l'extrême droite israélien. Ça ne nous empêchera pas de continuer à défendre la cause de la paix. Et malheureusement, dans l'histoire, les voix de la paix, elles ont toujours été méprisées, elles ont toujours été caricaturées. On a toujours essayé de faire passer ceux qui défendent la paix comme étant des alliés ou des complices de tel ou tel belligérant. Toute proportion gardée, on disait à Jean Jaurès qui refusait l'arrivée de la Première Guerre mondiale, on lui disait qu'il était un complice des Allemands. Voilà, c'est le même type de phénomène qu'on observe aujourd'hui et il ne faut pas se laisser intimider par ça. Donc mobilisons-nous, nombreuses, nombreux. C'est vraiment le grand rendez-vous de la semaine à ne pas louper. Cette marche pour la paix et la justice, ça aura lieu ce samedi. Mais dans la semaine, il y a d'autres éléments d'actualité. D'abord pour nous, Insoumis, ce jeudi, le jeudi 30 novembre, c'est ce qu'on appelle la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que c'est une niche parlementaire ? Il faut savoir que chaque année, chaque groupe politique représenté à l'Assemblée nationale a le droit pendant une journée, et c'est une seule journée dans l'année, de pouvoir inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc pour le groupe de la France Insoumise, pour cette année, l'année 2023, notre niche parlementaire elle aura lieu ce jeudi 30 novembre. À cette occasion, nous avons inscrit une dizaine de textes de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ces textes ont pu être examinés en commission la semaine dernière et reviendra en séance ce jeudi. Certains textes, on nous a empêché de les déposer de manière complètement insupportable et notamment on avait l'intention de déposer à nouveau un texte de loi pour obtenir l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Vous savez, cette fameuse réforme que le président de la République a passée en force par 49.3 malgré une mobilisation historique et sans doute l'un des plus grands mouvements sociaux en ce pays de ces 20, ces 30, toutes ces 40 dernières années. Malgré cette mobilisation, ils sont passés en force. Et quand nous, députés de l'opposition, fidèles au serment que nous avons fait de toujours continuer à nous battre pour obtenir l'abrogation de cette réforme, nous avons voulu inscrire ce texte à l'ordre du jour de notre niche parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale a utilisé des manœuvres pour rendre ce texte irrecevable alors qu'il l'était tout à fait puisqu'on reprenait un texte qui avait été déposé par un autre groupe, le groupe Lyot, et qui à l'époque avait été jugé
recevable. Et comment pouvez-vous expliquer qu'un texte jugé recevable au mois d'avril devienne irrecevable au mois de novembre? C'était une manipulation totale. Et malheureusement, on n'a aucun pouvoir de recours face à ça, donc ce texte ne sera pas dans notre niche parlementaire. Mais à l'occasion de notre niche parlementaire, nous allons avoir l'occasion de discuter de sujets majeurs. Nous avons déposé une proposition de loi dont je suis le rapporteur pour obtenir et pour mettre en place un dispositif de blocage des marges, notamment des blocages des marges des industries agroalimentaires, de la grande distribution et des raffineurs. Pourquoi on s'est ciblé sur ces 3 secteurs en particulier? D'abord parce que tout le monde sait que depuis 2 ans, les prix alimentaires ont augmenté de manière vertigineuse. C'est plus de 20% d'augmentation en 2 ans des prix alimentaires. Et dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire, elles ont augmenté de 70%. Donc il faut que les gens comprennent bien. L'augmentation des prix que vous observez au supermarché, à la caisse, ce n'est pas dû à un phénomène naturel. Une partie significative de cette augmentation, elle est due à l'augmentation des marges des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'augmentation de ce que gagnent les entreprises, par exemple les industries agroalimentaires, quand elles transforment un produit en un autre. Et bien elles s'en mettent plus dans les poches. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, le Fonds monétaire international dit qu'à peu près la moitié de l'inflation est due à l'augmentation des profits des entreprises. Donc l'idée que nous avons et la proposition de loi que nous avons travaillée, c'est de dire que quand on est dans une situation inflationniste comme celle que l'on observe aujourd'hui, ça ne peut pas être les Français qui payent la facture et de l'autre côté, un petit noyau d'acteurs économiques qui s'en mettent plein les poches. Et donc nous avons déposé une proposition de loi qui comprend 4 articles. Le premier article, il vise à garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs pour leur production. Parce qu'il ne s'agit pas pour faire en sorte que le prix baisse pour les consommateurs, qu'à la fin, les acteurs de la chaîne, les industries agroalimentaires qui transforment, la grande distribution qui vend, répercutent les baisses nécessaires à la fin sur les agriculteurs qui déjà ont du mal à vivre avec les productions qui sont les leurs. Donc l'article 1, c'est pour dire on met un prix plancher pour les productions agricoles. L'article 2, c'est pour dire on va encadrer par la loi les marges réalisées par les industries agroalimentaires. On va dire, dans une situation particulière comme celle que nous vivons, les marges des industries agroalimentaires ne peuvent pas être supérieures aux marges moyennes qu'on a constatées sur les 10 dernières années. Et on va faire ça pour les industries agroalimentaires, on va faire ça pour les activités de raffinage de carburant et on va faire ça pour la grande distribution. La grande distribution, tout le monde sait qu'elle s'en met plein les poches. Et les raffineurs, la marge du raffinage, elle a été multipliée par 5 entre le mois d'avril 2023 et le mois de septembre 2023, alors que le cours du pétrole brut avait quasiment pas évolué. Donc il y a un effet d'aubaine, il y a des grands acteurs économiques, Total en particulier, qui possèdent une grande partie des raffineries en France, mais d'autres aussi, qui ont profité de cette situation pour augmenter l'argent qu'ils se font quand ils transforment du pétrole brut en carburant. Et la traduction pour les citoyennes et les citoyens, c'est un prix à la pompe qui oscille autour de 2 € le litre. Et tout le monde sait que ça fait un plan qui coûte beaucoup trop d'argent. Donc voilà la proposition de loi que nous avons déposée. Pour l'instant, en commission, les macronistes et la droite se sont alliés pour rejeter cette proposition de loi. Mais ça va être examiné en séance jeudi. Et si on met la pression, si on montre le caractère insupportable de cette situation, on peut faire bouger les lignes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire jeudi, lors de notre niche parlementaire. Ça sera un des textes importants de cette niche parlementaire. On en a d'autres. Ma collègue Clémence Guettet, elle porte une proposition de loi pour obtenir un moratoire sur les projets de méga-bassines, dont on a pas mal parlé dans l'actualité ces derniers mois, de dire on ne construit plus de projets de méga-bassines pendant 10 ans. C'est la proposition qu'a faite Clémence Guettet qui sera examinée également. On a également une proposition de loi pour abroger la modification de la loi de 2017, la modification qui a été apportée par Bernard Cazeneuve, qui était ministre socialiste à l'époque, qui permet aux policiers d'utiliser plus facilement leurs armes. Et on a vu que depuis la modification de cette loi, le nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer a augmenté de manière très importante. Donc il s'agit de revenir sur la modification de cette loi. On aura aussi une proposition de loi contre la dématérialisation dans les services publics. Et pour faciliter le fait qu'il y ait des accueils physiques, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'utilisation de l'outil informatique et pour qui la dématérialisation des services publics crée des difficultés supplémentaires dans l'accès aux services publics. Or, dans plein d'endroits et pour plein de gens, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Or, faire en sorte qu'on puisse accéder facilement aux services publics, c'est un enjeu majeur.
et c'est le sens de cette proposition de loi. On a également une proposition de loi pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire que quand les prix augmentent, les salaires doivent au moins augmenter d'autant. Or, depuis 2 ans, là aussi, les prix ont beaucoup augmenté et les salaires n'ont pas augmenté au même niveau que les prix, c'est-à-dire que très concrètement, les Français ont perdu du pouvoir d'achat. On a d'autres propositions de loi, une proposition de loi pour une commission d'enquête sur les risques naturels dans les départements et territoires ultramarins. Voilà, c'est de tout ça dont on va parler à l'occasion de notre niche parlementaire ce jeudi et j'espère qu'il y aura des victoires à la clé. Ça dépend bien sûr de notre mobilisation, on sera le plus nombreux possible, mais ça dépend aussi de votre mobilisation, de votre capacité à mettre l'accent sur ces sujets parce que c'est difficile de refuser, par exemple, de bloquer les marges quand on voit la situation sociale extrêmement difficile dans laquelle est le pays aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi pour suivre ce sujet, il va être extrêmement important. Et puis je vous donne rendez-vous aussi pour les Marseillaises et les Marseillais, notamment pour les habitants de la circonscription dont je suis le député, c'est-à-dire la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je leur donne rendez-vous ce vendredi soir. Vous pourrez retrouver l'adresse, le lieu, l'horaire précise sur les réseaux sociaux, mais je vous donne rendez-vous pour une nouvelle assemblée populaire de circonscription. C'est une réunion qu'on fait régulièrement. Pour cette réunion, on va la consacrer à la question du logement et notamment de la lutte contre le logement indigne et insalubre. On travaille sur ce sujet une proposition de loi. On aura le plaisir d'avoir avec nous un certain nombre d'actrices et d'acteurs de cette question, des militants associatifs qui travaillent très précisément sur cette question. Et on discutera de cette proposition de loi, de qu'est-ce qu'il faudrait à l'intérieur pour pouvoir ensuite la déposer à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent pour qu'on essaye de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses sur cette question-là du logement insalubre que malheureusement Marseille connaît trop bien puisqu'on a eu entre guillemets un anniversaire, un triste anniversaire au début du mois de novembre des effondrements de la rue d'Aubagne. On sait que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de travail à faire. Ça concerne bien sûr Marseille, mais ça concerne la France dans son ensemble. Il faut faire bouger les lignes sur cette question. Il y a eu beaucoup d'émotions et à juste titre au moment des effondrements de la rue d'Aubagne. Malheureusement, la loi a très peu bougé sur le sujet depuis. Et donc, il faut faire en sorte que la loi bouge et qu'on soit protégé et qu'on puisse pas mourir comme ça parce que l'immeuble dans lequel on réside s'effondre du jour au lendemain. C'est un drame insupportable qui doit pas se reproduire. Voilà, donc ça sera vendredi soir. Et puis, d'ici là, vous pourrez me retrouver, j'espère, dans les médias, partout, à l'Assemblée nationale. Je compte sur vous. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. Allez, bye bye.